vaillance pour relever ta dignité. Tes fils chers côtes d'ivoire, fiers artisans de ta grandeur, tous rassemblés pour ta gloire, te bâtiront dans le bonheur. Fiers Ivoiriens, le pays nous appelle. Si nous avons dans la paix, ramener la liberté, notre devoir sera d'être modèle de l'espérance promise à l'humanité, en forgeant unis dans la foi nouvelle, la patrie de la reine fraternité. La patrie de la reine fraternité. La patrie de la reine fraternité. Tu es conscient que tu es un enfant de pauvre. Tes parents sont pauvres. Tu en as même honte. Le hasard de la vie t'a aidé à venir en Occident. C'est toi qui te fais passer ici pour le designer, le civilisé et le connaisseur. Tu connais le nom de toutes les marques. Je vais t'en ajouter quelques-uns. Il y a une marque qu'on appelle terrain, il y a une marque qu'on appelle ciment, il y a une marque qu'on appelle gravier. Prépare ta retraite. Pense à ta vie. Ne mets pas tout ton argent dans des conneries. Les Blancs chez qui nous vivons, vous les voyez eux-mêmes s'exhiber en veste, en Gucci, en Ralph Lauren ou je ne sais quoi. Eux, ils réfléchissent. Quand tu vas voir sur leur compte bancaire, ils ont de l'argent là-bas, ils ont de l'économie là-bas. C'est vous les Africains qui voulez vous faire passer pour ce que vous n'êtes pas. Et vous êtes là à dire que je suis civilisé, aller dans des fêtes, boire devant des champagnes, alors que vos parents sont dans la misère. Toi-même, tu ne prépares pas ta retraite. Certains parmi vous, j'en connais une qui est en Suisse. Elle est venue ici quand son enfant était un petit garçon. Aujourd'hui, l'enfant là est devenu père. Elle est ici, elle ne possède rien. L'enfant, elle est née dans la misère. Elle a mis son enfant dans la misère alors qu'elle vit depuis plus de 20 quelques années en Occident. Est-ce que c'est normal? Réfléchissez les gars. Il est temps de réfléchir. C'est pas la France, c'est pas l'Angleterre, c'est pas l'Allemagne qui assujettissent l'Afrique. C'est notre ignorance, c'est notre inintelligence qui fait que nous sommes en retard. Réfléchissez. Vous avez laissé des enfants au pays qui sont dans la maison de vos parents, dans des maisons de location. Vous-même, vous êtes ici depuis des années, croyant que vous êtes civilisés. Toujours vous exhibez en veste sur les réseaux sociaux. Vous vous impressionnez qui? Vous n'avez pas honte? Vous ne pensez pas à votre vie, à la vie de vos enfants? Vous êtes nés dans la misère. Vos parents ne sont pas venus en Occident, mais eux, ils ont tout essayé pour vous envoyer à l'école et vous éduquer. On vous a aidé à venir en Occident. Le hasard vous a amené en Occident. Au lieu de réfléchir, vous faites le civilisé ici, vous faites le connaisseur, vous faites le designer. Rendez-vous au pays. Rendez-vous au pays à vos 60 ans. On verra où vous allez dormir. Vos enfants vont vous attendre là-bas avec des bourdins dans la main. Chers Africains, réfléchis. Tout ce que je dis, c'est de t'aider à réfléchir. Nous sommes dans l'ignorance. Ça fait très longtemps que nous dormons dans un coma. Il est temps que nous nous réveillions. Moi, en toute sincérité, Éclaireur, je vous suivais. Mais je n'arrivais pas à comprendre Éclaireur aujourd'hui. Il dit à Alassane, demain, il est en train de... Il envoie des cartouches au gouvernement. Je ne comprenais pas la démarche. Mais après, j'ai compris. Bon, peut-être que je me trompe, mais j'ai compris votre démarche. La démarche d'Éclaireur, cher élève de la classe, elle est simple. Ça veut dire que Ouattara, il a réussi tout ce qu'il a entrepris. Mais aujourd'hui, Éclaireur essaie de nous préparer déjà pour l'après-Ouattara. Ça veut dire que même si on est dans le RHDP, ne suivons pas des gens comme des moutons. C'est ça, si on a des vérités à leur dire, on leur dit ce qu'on pense. Merci beaucoup. Ces hommes politiques-là, ils se sont foutus de nous parce que pour eux, ils peuvent nous manipuler. Et si nous montrons que nous ne sommes pas manipulables, si dans les différentes régions dans lesquelles ils viennent aller compétir pour être maire, pour être député, s'ils sont en face d'une jeunesse, s'ils sont en face d'une population qui est avertie, ils ne pourront pas jouer avec nous. Donc aujourd'hui, c'est la démarche d'Éclaireur qui est là. Et cette démarche-là, pour la comprendre, là, il faut aller loin dans la réflexion. Effectivement.
Regardez, aujourd'hui, quand on regarde l'éclaireur en train d'exposer, regarde le nombre de personnes qui suivent les directs d'éclaireur. C'est 147 personnes. Non, mais c'est 147, on n'a pas besoin de quantité, on a plus besoin de qualité. Si on veut écouter des gens qui nous font rire, comme d'autres cyberactivistes, RHDP, on sait où aller pour aller regarder. Mais comme dans le monde, là, c'est pas tout le monde qui va au paradis, c'est pas tout le monde qui va en enfer. Il y a des gens qui préfèrent aller chercher la vérité, aller se développer l'esprit. Il y a certaines personnes que vous allez suivre dans les directs, ces personnes ne vont rien vous apporter. Parce que même leurs analyses ne sont même pas cohérentes. Aujourd'hui, tous ceux qui viennent sur la page d'éclairer pour écouter, c'est-à-dire dans sa démarche d'abord, elle est scientifique. C'est-à-dire, on développe, on apporte en introduction, développement, conclusion. C'est ce qu'on appelle une méthodologie. Ça, c'est la base. Et moi, si je suis sur la page d'éclaireur, c'est parce que j'ai écouté d'autres cyberactivistes, mais je trouve que mon niveau intellectuel ne me permet pas d'écouter un tel cyberactiviste parce qu'il m'a abruti, en fait. Si j'ai envie de rire, j'ai envie de faire un truc, je préfère aller regarder les filles du Saïwa. Effectivement. Dans leurs vidéos, même s'ils ne parlent pas bon français, mais il y a des messages qui t'amènent à rire. Je préfère aller là-bas qu'aller écouter des cyberactivistes RHDP. Il y a tous ces cyberactivistes RHDP, c'est des gens à les écouter parce que eux, ils sont là pour parler pour leur ventre. Parce qu'ils gagnent quelque chose là-dedans. La vie est trop courte pour se sentir meilleur que qui que ce soit. Steve Jobs a dit, devant la mort, nous sommes tous nus. Rien ne peut nous en préserver. Je déteste voir des gens qui se vantent de leur richesse, de leur beauté, de leur intelligence, de leur niveau d'études, de leur célébrité ou de leur possession matérielle. Il n'y a rien que nous pourrons obtenir dans la vie que personne d'autre n'a jamais eu. Le bureau que tu occupes aujourd'hui, quelqu'un l'occupait hier et quelqu'un l'occupera demain. Je ne sais pas qui cette personne pourrait être. Il n'y a qu'une seule chose qui vaille la peine dont on peut se vanter les privilèges. La vie. La vie telle que donnée par celui qui a tout créé. La vie ne vaut rien, mais rien ne vaut la vie, dit-on. Alors comporte-toi bien à l'égard de tes semblables et lie-toi d'amitié avec eux. Rappelle-toi toujours que les gens que tu as rejetés lors de ton ascension seront les mêmes que tu rencontreras lors de ta chute. Alors ne cause pas aux autres des problèmes et ne rends la vie insupportable à personne à cause de ta position. Parce que si tu le fais, ils deviendront toujours ton principal problème un jour. Pour finir, même les tiges de bananier sécheront et faneront. S'il te plaît, transmets ceci à tes amis parce que, d'une manière ou d'une autre, nous sommes tous coupables. Si un jour tu as envie de pleurer, appelle-moi. Je ne te promets pas que je te ferai rire, mais je pourrai pleurer avec toi. Si un jour tu veux t'évader, ne sois pas effrayé de m'appeler. Je te promets d'être toujours à tes côtés. Mais si un jour tu m'appelles et que je ne réponds pas, passe me voir. Il se pourrait que j'ai besoin de toi. Une chose est sûre, un jour, l'un de nous deux ne sera plus de ce monde. Et à ce moment, il sera trop tard pour chérir l'autre. Les larmes couleront, mais je serai déjà loin, voire trop loin. Bonsoir mesdames et messieurs, bonsoir chers auditeurs et chères auditrices, et spécial bonsoir à tous les élèves de la classe, et bienvenue encore une fois de plus sur la plateforme de la fraternité, la plateforme même de l'élégance, où nous exigeons ici des preuves, et au-delà des preuves, nous exigeons la bienséance comme mécanisme pour pouvoir nous convaincre sans chercher à vaincre qui que ce soit. Bienvenue au festin intellectuel. Et Victor Hugo nous disait ceci: c'est triste et c'est une triste chose de voir que la nature parle et que les hommes n'écoutent pas. Et la Bible, dans l'épître de Matthieu 21, 22, venait confirmer la même chose en nous disant: tout ce que vous demandez avec foi par la prière, vous le recevrez. Mais cela demande bien sûr une attitude et une certaine prédisposition vis-à-vis de la nature, vis-à-vis des dieux et vis-à-vis de ses semblables.
Et c'est pourquoi chaque soir, nous nous réunissons ici pour dire la vérité selon ce que nous savons, mais surtout pour essayer d'apporter un plus à l'humanité. Et c'est en cela que un célèbre écrivain islamologue nous disait ceci: chaque être humain devrait se méfier de 3 choses. Parmi ces 3 choses, méfiez-vous de votre bouche, méfiez-vous de votre ventre et méfiez-vous de votre sexe. Et toutes les calamités qu'une personne aura dans sa vie passera inéluctablement par l'une de ces 3 choses. Et je crois que celui qui sait écouter la nature et celui qui sait se mettre en harmonie avec la divinité suprême, qu'on appelle Dieu, dans son unicité, et celui qui sait faire attention à sa propre vie, ne sera que propulsé dans la hauteur de la sagesse infinie. Mesdames et messieurs, bonsoir à chacun et à chacune. Ce soir, je vais être un peu long parce que les sujets que nous avons à développer sont des analyses qui viennent souvent de l'éclaireur, mais souvent aussi de certains élèves de la classe qui ont fait du très beau travail. Et on a un élève de la classe, un aîné, qui nous a proposé un travail tellement bien fait pour faire des propositions au système médical ivoirien. Et donc voilà ce que nous devrons faire en tant que plateforme. Et tous les élèves de la classe qui sentent qu'ils sont dans les dispositions de pouvoir bien écrire et que l'écriture va concerner des sujets qui vont apporter un plus à notre société et à notre humanité, ne vous gênez point, c'est la plateforme de tout le monde. Nous vous lirons et nous ferons savoir à votre lecture et cela pourrait permettre d'apporter, comme je le disais, quelque chose de positif à l'humanité parce que c'est la raison qui nous réunit ici chaque soir. Et donc, pour tomber dans le vif du sujet, le premier sujet a pour titre « Scandale géologique, Venance Kona craint la malédiction du pétrole ». La récente découverte d'un impressionnant jugement de pétrole et de gaz au large de la Côte d'Ivoire a suscité de nombreuses réactions. Venance Kona, dans une chronique publiée sur sa page Facebook, s'interroge sur le réel impact de cette manne pétrolière pour la Côte d'Ivoire. Dans le bassin sédimentaire de la Côte d'Ivoire, la société italienne Eni, en consortium avec la société nationale Petrosi Holding, a fait une découverte d'un véritable scandale géologique. 1,5 à 2 milliards de barils de pétrole, ainsi que 1800 à 2400 milliards de pieds cubes de gaz associés. Peut-on lire dans un communiqué émanant du ministère ivoirien du pétrole, des mines et de l'énergie publié en début septembre 2021. Cette annonce avait suscité de nombreuses réactions, dont celle non négligeable de M. Ndri Claver, l'avocat ivoirien de Charles Blé Goudet, qui disait ceci: « Franchement, je ne sais pas comment ces contrats se négocient. Dans l'exploitation, le pays où l'on découvre le pétrole aura 10%. La société exploitante aura 90%. Je ne dis pas que c'est le gouvernement qui est présentement là qu'il faut indexer. C'est une pratique africaine qui dure et qui appauvrit davantage le continent. » Le journaliste Venance Kona est également monté au créneau pour présenter les 2 faces de la découverte d'hydrocarbures dans un État. L'on nous a annoncé il y a quelque temps qu'une grande quantité de pétrole avait été découverte dans nos eaux maritimes. Nous aurions de bonnes raisons de nous en réjouir, car le pétrole peut être une bénédiction pour un pays qui en possède. Les exemples des pays ayant amorcé ou accéléré leur développement grâce au pétrole sont nombreux. Mais il faut, dans le même temps, être très prudent, car dans bien d'autres cas, le pétrole peut se révéler une malédiction pour la population du pays qui en a. Et les exemples sont aussi nombreux dans ce cas, a indiqué l'ancien patron du journal gouvernemental Fraternité Matin. Dans le premier tableau, l'État s'enrichit et bâtit d'importantes réserves pour les générations futures. Dans un tel cas de figure, le pétrole est une véritable bénédiction. Cependant, le second tableau présente la situation de pays où
du pétrole a été découvert à profusion. Sauf que ces États, pour la plupart en Afrique, et l'auteur se réserve d'en citer pour ne pas faire des mécontents, sont minés par des guerres intestines ou la gabegie financière d'une poignée de dirigeants qui s'approprient les retombées de cette richesse, pourtant nationale. Ramenant son analyse à la situation en Côte d'Ivoire, Venance Kona a ainsi interpellé ses compatriotes en tirant un enseignement sur le célèbre récit de La cigale et la fourmi. Aujourd'hui, nous sommes Ivoiriens. Avons le choix entre être des fourmis ou des cigales. Vous connaissez certainement la fable de Jean de La Fontaine. La cigale ayant chanté tout l'été se trouva fort dépourvue quand la bise fut venue, a-t-il conclu, non sans couvrir le débat avec des points de suspension. C'est un article qui est tiré de Afrique sur 7.ci, signé Venance Kona. Deuxième sujet, entretien exclusif du président Ouattara réalisé par Marwan Ben Yamed. Le président y parle de son troisième mandat, de Laurent Gbagbo, de Bédié, du RHDP, du Kassoro, du Covid, etc. C'est un article de Jeune Afrique. Pour la première fois depuis sa réélection, en octobre 2020, le chef de l'État ivoirien se confie à Jeune Afrique. Il revient sur les difficultés de l'année qui vient de s'écouler et insiste sur le nécessaire renouvellement de la classe politique. La dernière interview que le président Alassane Ouattara nous a accordée était en mars 2020, semble remonter à une autre époque. C'était le temps où il se forgeait l'après-ado. Le chef de l'État, alors âgé de 78 ans, avait pris la décision de quitter le pouvoir et de transmettre le témoin à son plus proche collaborateur depuis près de 30 ans, Amadou Gon Coulibaly, en abrégé AGC. Le RHDP, né quelques mois plus tôt, se mettait en ordre de bataille pour appuyer cette candidature. Ahmed Bakayoko, autre poids lourd du parti et proche du président, avait accepté de se ranger derrière Amadou Gon Coulibaly et de mettre ses qualités et son réseau au service du lion de Korogo, dont il était si complémentaire. Le président Alassane Ouattara, dans son bureau du plateau à Abidjan, le 15 septembre 2021. Premier sujet, parlons de l'apaisement. 1 an et demi plus tard, ce scénario censé porter sur les fonds baptismaux la Côte d'Ivoire de demain a des allures de reliques. AGC et Ambac, décédés respectivement en juillet 2020 et en mars 2021, laissent un vide immense. Le président Alassane Ouattara s'est finalement résolu à briguer un troisième mandat, ce qui a mis le feu aux poudres. Campagne électorale nauséabonde, scrutin sous haute tension, violence, appel de l'opposition à la déstabilisation, à la désobéissance civile ou au boycott en fonction du niveau d'animosité à l'égard du chef de l'État. Une énième crise politique et son corollaire, la peur de l'embrasement. Les mannes de la période de décembre 2010 à avril 2011 hantaient toujours la lagune ébriée. Depuis cette sinistre séquence, la raison a fini par prévaloir et l'heure est à l'apaisement. Ouattara a été réélu. Laurent Gbagbo, acquitté par la CPI, est rentré en Côte d'Ivoire et Henri Konan Bédié a mis de l'eau dans son champagne. Le chef de l'État a même rencontré ses deux prédécesseurs et adversaires de toujours. Le trio se donne à nouveau du mon frère en s'embrassant, comme du bon pain. Sur le fond et sur ce que chacun pense des deux autres, cela ne change rien. Mais sur la forme, cela change tout. Patrick Achi a pris les rênes du gouvernement. Laurent Gbagbo a quitté le Front populaire ivoirien pour créer une nouvelle formation et le PDCI attend toujours de savoir si Bédié passera un jour la main. Quant à Soro Guillaume,
L'ancien chef rebelle devenu président de l'Assemblée nationale, désormais en rupture de banc, il poursuit son exil mystérieux. Sans doute s'interroge-t-il sur les vicissitudes de son destin. S'il avait fait preuve de patience et était resté au RHDP, il aura aujourd'hui un boulevard devant lui dans la course à la succession de Ouattara. Pour répondre à nos questions, notamment sur la manière dont il a vécu ces 18 derniers mois et sur sa vision de l'avenir, le chef de l'État nous a reçus le 15 septembre, dans la matinée, dans son vaste bureau du palais présidentiel au Plateau. Un entretien de plus d'une heure, le premier qu'il accorde depuis sa réélection. Jeune Afrique. L'année écoulée a été particulièrement éprouvante. Entre les décès de vos deux premiers ministres, votre candidature à un troisième mandat contesté par l'opposition et une présidentielle tendue, sans oublier la crise liée au Covid-19. Comment l'avez-vous vécu et qu'en avez-vous retiré? Réponse du président. Cette année a effectivement été très difficile. La disparition de mes deux très proches collaborateurs, que je considérais comme mes deux fils, Amadou Kon Coulibaly et Ahmed, représente une perte immense pour la Côte d'Ivoire, tant le travail qu'ils ont accompli au service de la nation a été considérable. Et pour moi aussi, évidemment, compte tenu des liens personnels et affectifs que nous entretenions. Amadou avait été désigné candidat du RHDP à l'élection présidentielle, notamment pour incarner le renouvellement générationnel que j'appelais de mes vœux. Son décès brutal, quelques semaines seulement avant le dépôt des candidatures, m'a amené à revenir sur ma décision de quitter le pouvoir. Je l'ai fait à la demande de mon parti. La Constitution, approuvée par les Ivoiriens à plus de 93% en 2016, m'y autorisait. Je ne le souhaitais pas, car j'avais fait le choix, à mon âme et conscience, de me retirer. Mais j'ai estimé que c'était nécessaire pour la stabilité du pays. Ce qui s'est passé par la suite m'a profondément choqué et me laisse un goût amer. L'élection a été entachée de graves incidents après que certains soi-disant responsables, parce que c'est entre guillemets, c'est moi qui ai ajouté soi-disant, de l'opposition ont appelé à la désobéissance civile et tenté de faire prospérer l'idée d'une transition qui n'aurait eu ni base légale ni légitimité. En ce qui concerne les trois grands leaders de la politique de ce pays, les choses se passent bien. Ces personnes savaient pertinemment que j'étais éligible à un nouveau mandat et que j'avais initialement décidé de me retirer. Cette malhonnêteté intellectuelle m'a profondément déçu. Il parle de Bédié et puis de Babo. Comment de hauts responsables, dont certains ont géré la Côte d'Ivoire, peuvent-ils décider d'organiser un boycott des élections et appeler aujourd'hui? Heureusement, oui. Nous sortons d'un cycle électoral complet avec la présidentielle d'octobre 2020 et les législatives de mars 2021, auxquelles l'opposition a pris part. Nous avons désormais une Assemblée nationale plurielle où sont représentés tous les partis significatifs de notre pays. C'est la première fois depuis plus de 20 ans. Concernant l'heure serait-il donc à la réconciliation? C'est en tout cas mon souhait. Et nous faisons tout pour y parvenir. Une loi d'amnistie a été adoptée en 2018. Un ministère consacré à la réconciliation et à la cohésion nationale a été créé. Et plus récemment, la quasi-totalité des civils incarcérés dans le contexte des crises politiques a été mise en liberté conditionnelle. Nous avons également instauré un cadre de dialogue entre le gouvernement et les partis. Enfin, j'ai rencontré les présidents Henri Konan Bédié le 11 novembre 2020 et Laurent Gbagbo le 27 juin 2021. Comment avez-vous vécu le retour de Laurent Gbagbo en juin? En juin,
Et que vous êtes-vous dit un mois plus tard? Réponse du président. Pour moi, c'était une évidence qu'après son procès à la CPI, Laurent Gbagbo devrait rentrer en Côte d'Ivoire. Nous avons organisé son retour. Les choses se sont bien passées et nous nous sommes rencontrés. C'était un entretien fraternel et amical. Laurent Gbagbo est un acteur majeur de la vie politique de la Côte d'Ivoire, mais aussi un ancien président. J'ai donc donné des instructions pour qu'il reçoive tous les avantages et toutes les considérations dues à son rang. Jeune Afrique qui pose encore une autre question. Le pensez-vous sincèrement quand il dit vouloir prendre part à la réconciliation nationale? Le passif entre vous est lourd. Et le président Ouattara de répondre. Je ne veux pas le juger. Ses actes parleront pour lui. Nous avons désormais de bonnes relations, des relations normales, et nous échangeons souvent au téléphone. Jeune Afrique qui renchérit, et donc avec Henri Konan Bédié. C'est la même chose, répond le président Ouattara. Je l'ai eu récemment au téléphone, à l'occasion d'un deuil qui a frappé sa famille. Je considère qu'en ce qui concerne les trois grands leaders politiques de la Côte d'Ivoire, comme les gens le disent, et si je suis inclus dans ce trio, les choses se passent bien. Nous devons d'ailleurs nous voir dans un avenir proche afin d'échanger sur les défis que la Côte d'Ivoire se doit de relever. Que pensez-vous de leur alliance à Daoukro? C'est leur décision. Certains de vos proches la décrivent comme un jeu de dupes. Disons que c'est effectivement surprenant, car ils n'ont pas la même idéologie politique. Laurent Gbagbo est un socialiste et Henri Konan Bédié un libéral centriste. Je peine à imaginer les contours du programme qu'ils pourraient proposer ensemble aux Ivoiriens. Laurent Gbagbo a décidé de créer un nouveau parti en dehors du Front populaire ivoirien, désormais dirigé par Pascal Affi-N'Guessan. Cela vous dérange-t-il, monsieur le président? Non, pas du tout. Nous avons une constitution et des lois. Tout citoyen qui les respecte doit avoir cette possibilité de créer un parti. Lorsque vous aviez annoncé que vous ne brigueriez pas de troisième mandat le 5 mars 2020, vous aviez évoqué le nécessaire renouvellement de la classe politique. Pour l'instant, il ne semble guère engagé. Les Ivoiriens demeurent focalisés sur Alassane Ouattara, Laurent Gbagbo et Henri Konan Bédié. Comment faire en sorte qu'ils deviennent enfin concrets? Je n'ai pas seulement parlé du renouvellement générationnel que j'avais acté, puisque ce jour-là, à Yamoussoukro, devant le Parlement réuni en congrès, j'avais dit que j'avais décidé de ne pas être candidat. J'avais estimé qu'il était temps de passer la main. Des circonstances exceptionnelles m'ont amené à revenir sur cette décision. Mais pour moi, sur le fond, cette affaire est réglée et c'est plus que jamais mon souhait. Regardez la composition du gouvernement. Plus d'une dizaine de ministres ont été nommés à des postes clés et ont moins de 50 ans. Le secrétaire général de la présidence, Abdourahmane Cissé, qui est tout de même l'un des personnages les plus importants de l'exécutif, vient à peine d'avoir 40 ans. Enfin, ce rajeunissement est également perceptible dans l'administration et au sein du RHDP, où de nombreux jeunes cadres ont pris des responsabilités. À la question concernant 2025, je prendrai ma décision appropriée le moment venu. Et Jeune Afrique pose la question suivante. Et qu'envisagez-vous donc pour la présidentielle de 2025? J'ai été réélu il y a moins d'1 an. Ma préoccupation immédiate, c'est de travailler au service de mes compatriotes. Pour 2025, je prendrai la décision appropriée le moment venu. En fait, ça, c'est un discours politique. Le président est en train de dire que si Laurent Gbagbo et Bédié veulent rester dans le jeu, lui reste dans le jeu. C'est ce qu'il veut dire. Mais de toute façon, ils seront tous éliminés, donc il n'y a pas de matière à s'offusquer.
Cela dit, ma position est connue, puisque je l'avais exprimée en mars 2020. Jeune Afrique, où en sont les enquêtes concernant Guillaume Soro? Seriez-vous prêts, comme avec Laurent Gbagbo et Bédié, à faire l'effort de renouer avec lui? Je n'ai rien à dire, ça c'est la partie qui m'a le plus plu. Je n'ai rien à dire de particulier sur Soro Guillaume. Le dossier n'est pas à mon niveau, mais entre les mains de la justice. Les faits qui lui sont reprochés sont d'une extrême gravité et il a été l'objet d'une condamnation à perpétuité, mais il peut évidemment rentrer et faire face à la justice. Soro Guillaume, c'est fini pour toi. Il faut t'arranger, tu vas tuer Ouattara, sinon tu ne peux pas rentrer dans le pays là, c'est fini pour toi. Parce que les opposants là, ta condamnation là, ça les arrange trop. Aucun opposant ne va se permettre de faire lever ça. Même si tu tues Ouattara, aucun opposant, tu vas devoir tuer toute la Côte d'Ivoire. Tu es fini politiquement. Et Ouattara qui ne parle pas beaucoup, il vient de donner tout ça. Ça, c'est un gros message codé. Ça veut dire, quelles que soient les circonstances, il ne te pardonnera pas. Et aujourd'hui, qui peut être plus grand que Ouattara? Quand Ouattara nous dit que la justice, aujourd'hui, est plus grande que lui. Parce que, alors que ce n'est pas la vérité, nous sommes dans un régime présidentiel. Ouattara est au-dessus de la justice. Mais c'est un discours politique. Il dit que la justice est au-dessus de lui, sa personne. Ça veut dire, Soro Guillaume, tu es mort dans le film. Quand on dit mourir là, mourir, cadavre décomposé là, c'est ce que tu es devenu. Tu ne seras plus rien. Tu ne seras plus rien. C'est ce que le président vient de te dire. Tant que lui, il est vivant et tant que la Côte d'Ivoire sera ce qu'elle est, toi, Soro Guillaume là, tu ne vas même pas pouvoir faire, chant de Goma en Côte d'Ivoire. C'est ce qu'il est en train de t'expliquer comme ça. Et les raisons, tu les connais. Quand tu allais demander à Sassou, le 15 passé, non, pardon, le 10, quand tu as rencontré Sassou en Suisse, le 10 septembre, tu as reconnu devant Sassou que toi-même, tu sais que vraiment, tu as attaqué le pays. Tu as reconnu ça. Et donc, ce n'est pas une fois, ce n'est pas deux fois. Et donc, voilà les conséquences qui sont en face de toi. Et c'est très bien que le chef de l'État adopte une telle position pour que, c'est ce qu'on dit, quand tu frappes un corps, un homme mort, les vivants auront du respect pour toi. Un enfant impoli comme toi, Soro Guillaume, un enfant mal élevé comme toi, un enfant égaré comme toi, si on ne te bannit pas de la République, tu risques d'être la gangrène qui va nous conduire même à un génocide total. Et aujourd'hui, le mal a été vu. Et tu es tombé sur Ouattara qui est devenu le caillou dans ton soulier. En tout cas, il faut t'arranger à tuer Ouattara et tous ses partisans. Et puis maintenant, tu vas réaffronter les opposants. Comme tu l'as dit à Bazin, commandant Mario, tu sais comment tu vas gérer le cas des FPI et des opposants qui vont te résister, tu vas les liquider. Donc ces opposants idiots qui pensent que vous allez faire un partenariat et que vous allez venir et qu'eux vont être à l'aise, ils n'ont qu'à continuer. Ce que tu leur as dit là, ils n'ont qu'à aller écouter la cassette. Tu as dit que pour les opposants, tu sais comment tu vas te charger d'eux. Et on sait ce que tu entends par. Tu vas les liquider financièrement et tu vas les liquider physiquement. Et donc, quand tu vas venir là, une fois que tu auras fini de tuer Ouattara là, tu dois aussi tuer Laurent Gbagbo. Tu dois avant l'élection. Quelle aurait été la situation après le scrutin? Nous mettons tout en œuvre pour que la démocratie se consolide, pour améliorer le bien-être de nos concitoyens. Et nous entretenons de bonnes relations avec les pays voisins. Cette phrase-là est très importante. Comme je vous l'ai dit, c'est un article qui est tellement important, mais malheureusement, le temps nous fait défaut. Ouattara dit, nous entretenons de bonnes relations avec les pays voisins. Voilà ce qui fait véritablement la force de Ouattara. Quand vous avez préparé votre coup là, Ouattara a pris le téléphone, il a appelé Assimi, il dit, il faut arrêter Ben Souk. Quand on a arrêté Ben Souk là, votre gars qui était quitté spécialement à Paris pour aller gérer les opérations à partir du nord, lui il a fui. Lui il a fui. Et on sait, hein, je vais vous dire, actuellement il est en Guinée. Si vous pensez qu'on ne sait pas, on sait. On vous regarde, on vous voit aussi. Je me limite à ça, je ne dirai plus rien. Et donc, ce travail est nécessaire pour nous prémunir contre les crises que nous avons vécues par le passé. Jeune Afrique. Un député indépendant a fait savoir qu'il proposerait un texte visant à restaurer la limite d'âge de 75 ans pour les candidats à la présidentielle. Ce serait une manière de rendre inéluctable ce fameux renouvellement. Je n'ai rien contre. Je rappelle une énième fois que j'avais décidé de partir alors que j'avais 78 ans.
c'est un débat qui ne me gêne pas. Il appartiendra au Parlement d'approuver ou de refuser la proposition. Et donc, le président Ouattara vient de vous dire que la loi, là, on va voter et puis ça va passer. Parce que ce que vous n'aimez pas entendre, là, on va vous dire. Quand il dit que ça ne le gêne pas, ce débat-là ne me gêne pas, il appartient au Parlement, mais le Parlement est chose aujourd'hui dominé par qui? Par le RHDP. Or, le RHDP là, a intérêt à ce que Gbagbo et Bédié ne soient plus là en tout cas. Et donc, Ouattara aussi a intérêt à ce que ces deux personnes ne sont pas là. Et donc, ça veut dire que tant que le régime du Parlement sera à l'avantage du RHDP, ça veut dire qu'à partir d'avril 2022, Bédié et Gbagbo connaîtront leur sort. Chers militants du FPI, tout ce que Gbagbo est en train de faire là, il est en train de faire Vuvuzela et puis Hakuna Matata. Il n'y a rien derrière. Il ne sera pas candidat, il sait, il est en train de vous blaguer. Commencez déjà à regarder la réalité. En tout cas, je parle des FPI. Que vous soyez divisé en 1000 partis, tout ça là, nous on sait que vous êtes en train de faire votre Vuvuzela. C'est du cinéma, vous êtes en train de vous perdre le temps. Constituez-vous comme vous étiez. Parce que vous ne serez pas plus fort même étant unis. Donc ce n'est pas désunis que vous allez représenter un poids. Arrêtez votre cinéma là, mettez-vous ensemble. Et puis maintenant, cherchez quelqu'un. Parce que votre Laurent Gbagbo là, on va l'éliminer au travers de la loi. Et il ne pourra pas être candidat. Laurent Gbagbo même sait. Mais il ne veut pas dire la vérité parce qu'il a toujours peur. C'est quelqu'un qui n'a jamais été responsable. Il ne peut pas avoir le courage de vous dire que lui, il est fatigué et qu'il ne peut pas. Et donc, la réalité en face de vous. Vous pouvez la prendre comme vous voulez, mais en tout cas, moi, je vous ai dit ce que je pense être vrai sur la base de la logique et des propos du dirigeant actuel du pays. Et Jeune Afrique qui va pour dire, une telle mesure vous empêchera, vous, Monsieur le Président, ainsi qu'Henri Konan Bédié et Laurent Gbagbo, de concourir en 2025 et mettre fin au conflit qui vous oppose depuis près de 3 décennies. Et le président de répondre, la Constitution doit être impersonnelle. La question, ce n'est pas Ouattara, Bédié ou Gbagbo. Pourtant, certains voient dans l'ascension de votre frère Téné Birahima, qui est aujourd'hui ministre de la Défense, une manière de le préparer à vous succéder. Est-ce le cas? Il fait du bon travail. Il n'est pas intéressé par autre chose que les responsabilités que je lui confie. Il n'y a pas matière à débat. Ça encore, c'est une réponse stratégique. Le président est en train de nous dire ici, indirectement entre les lignes, il n'a pas dit oui, il n'a pas dit non. Vous savez qu'en politique, là, le langage diplomatique, là, on ne dit pas oui et puis non. Il y a toujours une manière subtile de répondre. Et donc, mais ce qui est intéressant dans la phrase, il faut retenir, il fait du bon travail. Donc, quelqu'un qui fait du bon travail, est-ce que cette personne n'a pas droit à avoir un avenir radieux? Mais comme c'est lui le grand frère, lui ne peut pas répondre. Sinon, on verrait ça comme si on veut qu'il place son petit frère. Et donc, il dit que l'individu, en tout cas pour lui, le président, l'individu fait du bon travail. Et s'il fait du bon travail et qu'il arrive à convaincre les Ivoiriens qu'il peut être l'homme du destin des Ivoiriens, il dit il n'y a pas matière à débat. Lui ne va pas parler. Lui, Ouattara ne va pas parler dedans. Mais c'est une manière de mettre l'homme en face de ses responsabilités. Moi, je sais que tu fais du bon travail. Toi-même, maintenant, il faut prendre tes responsabilités. C'est ce que ça veut dire. Et c'est ce que j'ai toujours dit aux cadres. Non, à ceux qui travaillent avec Ouattara, parce que le mot cadre même, ce n'est pas important. Je vous ai dit, le président, là, il vous a dit depuis le début, il dit, je ne vais plus sponsoriser quelqu'un. Parce que vous ne lisez pas les expériences. Vous ne lisez pas le passé du parti. Il y a le passé lointain, mais il y a le passé récent et il faut faire une projection. Le président, même lorsqu'il avait imposé à Madougon, ça a failli fragiliser le parti. Et quoi qu'on dise, ça a été une expérience. En tout cas, on ne répète pas la même erreur. Pour quelqu'un qui est empiriste ou bien quelqu'un qui est pragmatique, on ne répète pas les mêmes erreurs 2 fois. Et donc, c'est pourquoi, depuis quand il a dit qu'il ne va plus être là pour sponsoriser quelqu'un. Mais quand on dit on ne va plus sponsoriser quelqu'un, ça veut dire quoi? Ça veut dire chacun va se démarquer par son travail. Et ce que tu vas faire dans le gouvernement, si tu as bien fait, et puis les Ivoiriens même voient qu'ils peuvent te voter là, ils vont aller derrière toi. Or, sur le cas de Téné Birahima, qu'est-ce qu'il dit? Il dit Téné Birahima fait du bon travail. Est-ce qu'il en a dit autant des autres? Là, je ne sais pas. Mais en tout cas, ceux qui travaillent bien se reconnaissent. Avez-vous déjà en tête le profil de celui que vous aimeriez voir vous succéder?
le nouveau Amadou Gon Coulibaly. Avec Amadou, qui a travaillé avec moi pendant 30 ans, c'était une évidence. Tout le monde sait que c'était quelqu'un de très grande compétence et d'intégrité, qui avait un sens politique particulièrement aiguisé. Nous sommes dans une configuration nouvelle. La démocratie doit jouer pleinement son rôle au sein du RHDP qui désignera son candidat. Vous avez vu? Je n'ai même pas encore fini de lire l'article, il est en train de dire ça. Donc, vous avez entendu. Il n'y aura pas de chouchou. Et donc, vous parlez donc d'une primaire, par exemple. Je ne sais pas. Le RHDP devra décider quelle est la meilleure manière de procéder. Mais il faut que ce soit un choix démocratique, comme celui qui m'a amené à accepter d'être candidat. Dans cette phrase-là, Ouattara est en train de nous dire que lui ne va plus jamais être candidat après ce mandat-là. En tout cas, au travers de cette phrase-là, quand je vais au-delà du discours diplomatique, il est en train de nous dire que lui ne va plus être là encore pour protéger les cadres. Parce que la présence de Ouattara, là, c'est plus profitable aujourd'hui au RHDP à la Côte d'Ivoire qu'à Ouattara lui-même. Il dit, lui, son parapluie que lui avait là, il est en train de nous dire que lui, il a fini de faire tout ce qu'il pouvait. Lui, il ne va pas plus passer son temps à protéger des gens. Il a donné près de 30 ans de sa vie à former des gens, à former un parti politique, à mettre tout son idéal à la disposition de ces personnes-là. Et donc, il dit, par la phrase « je ne sais pas », il est en train de dire quoi? Les derniers réglages qui ont été faits là. En tout cas, lui, il est en train de faire ce qui est humainement possible pour remettre le RHDP sur le rail. Mais le reste dépend maintenant de ceux qui seront là. S'ils veulent diriger le RHDP comme un bouvier, comme, je dirais, un enclos de moutons, ça ne dépend que d'eux. S'ils veulent aussi se restructurer et se prendre au sérieux, c'est eux-mêmes qui vont décider du mécanisme interne. Mais lui, Ouattara a fini son travail et lui, il s'en va. Et il ne va pas regarder derrière lui. C'est ce qu'il est en train de nous dire comme ça. Et donc, il dit ce qu'il veut pour le salut du RHDP. Si on ne veut pas voir un RHDP qui va se diviser, il dit il serait mieux que ce soit un choix démocratique comme celui qui m'a... Et il prend lui-même son exemple. Et donc, ça veut dire que l'homme qui sera... C'est pourquoi on lui demande sur le profil, il saute la question, mais quand on lui parle des primaires, il vient maintenant ici, il nous donne le profil de l'homme qui peut le remplacer. Vous avez vu comment les politiciens sont intelligents? Quand tu leur poses une question, ils ne répondent pas là-bas, mais quand tu lui poses une autre question, ils donnent la réponse dans la question qui n'a aucun lien avec la réponse. Et les politiciens, il faut les comprendre. C'est important. Et donc, il dit maintenant que même dans cette élection-là, celui qui pourra lui le remplacer là, doit être quelqu'un comme celui qui m'a amené à accepter d'être candidat. Mais comment Ouattara était, et puis on a accepté qu'il soit notre candidat. Quand vous vous posez ces questions-là, vous comprenez tout. Et donc, si vous êtes malin, le profil de l'homme qui va sortir là, avec tous les détails que j'ai donnés déjà là, ça se voit déjà. Et le journaliste qui comprend très bien demande, regrettez-vous cette décision? Ouattara, et puis il dit non. Avec du recul, je suis plutôt soulagé. Aujourd'hui, de l'avoir prise, mon seul regret, et il est de taille, c'est la folie de quelques-uns qui sont prêts à tout, même au pire, pour le pouvoir. Êtes-vous satisfait du gouvernement dirigé par votre Premier ministre Patrick Hachi? Tout à fait. Vous voyez la réponse maintenant? Tout à fait. Il n'a pas dit oui, il n'a pas dit non, il dit tout à fait. Quand on vous dit d'aller à l'école pour essayer de devenir intelligent, vous êtes là en train de jouer. Regardez maintenant, donc, tu vas prendre là, il faut bien décortiquer. Il dit tout à fait. Mais ce tout à fait là veut dire quoi? Ça veut dire ce que vous savez. La première question, il n'avait pas répondu là. Il veut dire que l'homme qui a le profil véritable là, c'est lui qui est là. Patrick Hachi est un très bon Premier ministre. Il a une excellente connaissance de l'administration et du secteur privé, une bonne formation, acquise en Côte d'Ivoire, en France et aux États-Unis. Le gouvernement a été rajeuni et il est véritablement inclusif, avec au moins 2 ministres par district dans les 14 que compte le pays. Le rythme des réformes s'accélère. Je ne peux qu'être satisfait. Quitte du RHDP, il a perdu 2 figures majeures. Amadou Gon Coulibaly, qui était le président du directoire et autour duquel son organisation avait été pensée, et Ahmed Bakayoko,
qui avait en partie pris le relais. Je reconnais que la situation n'est plus la même. Comment pourrait-il en être autrement? Fort heureusement, les élections sont derrière nous et nous traversons maintenant une période creuse. Nous avons besoin d'une véritable restructuration du RHDP. J'ai mis en place un comité présidé par le ministre d'État Gilbert Kafana Koné qui doit nous faire des propositions avant la fin de l'année. Parmi les défis majeurs, l'assimilation de toutes les composantes qui ont intégré le RHDP autour du rassemblement des Républicains. Concernant le RDR, estimez-vous que la mayonnaise a réellement pris? Le président répond, soyons francs, pas totalement encore. Certains continuent de raisonner par rapport à leur formation d'origine. Le RHDP doit devenir une union des partis qui existent par elle-même et ne plus être un rassemblement d'anciens mouvements. Ceci étant dit, le RHDP est tout de même une formation forte, la plus grande de Côte d'Ivoire, avec 60% des députés et 3/4 des sénateurs. Elle est la seule qui soit implantée dans l'ensemble du territoire, dans toutes les régions, tous les départements, communes ou villages, et elle réunit des citoyens de tous les bords. Pourquoi n'avez-vous pas toujours désigné de nouveaux vice-présidents pour remplacer Daniel Kablan-Duncan? La priorité après le renouvellement de l'Assemblée nationale était de former une nouvelle équipe gouvernementale afin de poursuivre et accélérer le développement économique et social du pays. Le vice-président, lui, agit sur délégation du chef de l'État, qui le nomme. Il n'y a donc pas de vide. Il n'y a donc pas de vide juridique. Il n'y a donc pas de vide juridique. Il n'y a donc pas de vide juridique comme veulent le faire croire certaines personnes. Chaque chose en son temps. Ce que le président est en train de nous dire, il est en train de nous dire, moi je ne connais pas l'interprétation de la loi. Mais il a dû appeler ces juristes qui lui ont dit que ça ne pose pas de problème. Mais la réalité, moi ce que je sais, ce n'est pas l'interprétation juridique, mais c'est l'appréciation sur le terrain. Le président est quelqu'un qui se base toujours sur l'empirisme. Il est très pragmatique. Et il a vu que le poste de vice-président, si actuellement, à l'état actuel, il nomme un vice-président, cette personne-là aura deux problèmes majeurs. Soit la personne va déjà commencer à consolider des positions et puis maintenant essayer de devenir forte pour être l'alternative, même au détriment même du parti, ou bien la personne, au vu même de réalité, comment Duncan a été chassé, parce que Duncan était une taupe au sein du gouvernement, et il a été pris la main dans le sac, et le chef de l'État lui a dit, prends tes responsabilités. Et c'est pourquoi il est venu dans un langage plat, il a dit quoi même là, que pour des raisons personnelles, de convenance personnelle, il démissionnait. Ça ne veut rien dire en français. Et donc, il ne peut pas venir nous dire que parce qu'on l'a attrapé en train de donner des informations sensibles du pays à des bandits, et donc il était obligé, on l'a mis en face de ses responsabilités. Je ne vois pas quelqu'un qui peut venir s'humilier dans le public comme ça. Et donc le chef de l'État aujourd'hui se dit quoi? En disant par exemple que ça ne pose pas de vide juridique, il veut dire quoi? C'était ça sa première préoccupation. Mais à partir du moment où les juristes lui ont donné la conviction que ça ne pose pas un vide juridique, il dit donc que ce que les gens doivent savoir, c'est lui le président qui nomme ce vice-président-là. C'est lui qui le nomme. Et c'est lui aussi qui donne qui fait des propositions ou bien qui donne une ligne de conduite à ce vice-président. Et donc le chef de l'État est en train de nous dire que lui, il se sent dans les capacités morales, mentales et physiques de mener ce jeu-là. Et donc c'est une question de cohérence du gouvernement et aussi essayer de laisser le RHDP se trouver un candidat comme il se doit. Ça, c'est important. Et donc, Jeune Afrique revient pour dire, quels sont, selon vous, les principaux enjeux pour votre gouvernement? Nous devons poursuivre notre marche vers le développement en dépit des difficultés conjoncturelles et sécuritaires ou du contexte particulier lié au Covid-19. Cela signifie accroître le rythme de la transformation de notre pays et de l'amélioration des conditions de vie de nos concitoyens. C'est la base de notre programme.
la Côte d'Ivoire solidaire, qui a d'ailleurs été élaborée par Amadou Gon Coulibaly et M. Patrick Hachi. Et c'est pourquoi vous voyez, Patrick est très à l'aise dans ce qu'il fait, parce qu'il connaît bien ce dossier-là. À travers notre nouveau plan national de développement, le PND, qui mobilisera 110 milliards de dollars pour la période 2021-2025, dont les 3/4 viendront du secteur privé, nous allons accélérer l'accès des populations à l'éducation, à l'eau, à l'électricité et aux soins de santé. Mais aussi promouvoir l'émergence des champions nationaux, comme l'ont fait la Corée du Sud, le Vietnam, et plus près de nous, le Maroc, et le financement des projets afin de créer plus d'emplois pour les jeunes et les femmes à travers l'industrialisation de notre pays et la transformation locale de nos matières premières. Il nous faut également multiplier nos actions en faveur du triptyque paix, sécurité et justice afin de renforcer la cohésion sociale. En tout cas, ça c'est important. Paix, sécurité et justice, c'est important. De consolider la paix et de contrer toute tentative d'attaque terroriste. Notre objectif est de réduire les disparités régionales et sociales, de doubler de nouveau le revenu par habitant entre 2020 et 2030 et de réduire de moitié le taux de pauvreté afin que la Côte d'Ivoire intègre le cercle des pays émergents dans la tranche supérieure. Et donc, stratégiquement, ici, le président est en train de nous dire, quand il dit qu'il a un programme pour 2050, c'est ce qu'il est en train de nous redire ici. Il dit notre objectif est de réduire les disparités sociales et doubler le nouveau revenu par habitant entre 2020 et 2030. Or, lui ne sera plus là après 2025. Mais qu'est-ce qui lui permet que ce programme sera bien fait? Ça veut dire que si le RHDP suit ce que Ouattara a tracé là, il va falloir que Soro Guillaume nous tue avec une bombe atomique. Et là, il va venir diriger une Côte d'Ivoire vide. N'est-ce pas trop ambitieux compte tenu de l'impact de la crise du Covid-19? Absolument pas. Grâce à la mise en œuvre des plans de riposte sanitaire et économique, la Côte d'Ivoire a montré la résilience de son économie avec un taux de croissance de 2% en 2020, ce qui est rarissime dans le monde. En 2021, il se situera entre 7 et 6%. Et nous retrouverons ensuite le rythme qui était le nôtre entre 2012 et 2019 autour de 8%. Cela nous permet de maintenir de bonnes perspectives et donc nos ambitions. Et c'est un spécialiste en économie internationale qui parle là, hein. Donc ne pensez pas que c'est quelqu'un qui est dans les livres. Parmi les autres préoccupations, et là on a développé ça je crois le samedi, je vous ai montré comment Moody's, comment Fitch, comment la Banque mondiale, comment le Club de Paris, comment le Club de Bretton Woods, tout cela ont confirmé ce que le président est en train de dire, donc il n'est pas en train de mentir. Parmi les autres préoccupations de vos concitoyens, il y a la lutte contre la corruption et plus largement la bonne gouvernance. J'en ai pleine conscience. En témoigne l'accélération et le renforcement des actions de la haute autorité des procédures. Vous allez être renvoyé, vous allez être chassé, vous irez en prison, on va bloquer vos biens. C'est ce qui est en train d'être dit comme ça. Tolérance zéro, il faut des sanctions. Jeune Afrique de revenir pour poser la question suivante. Bonne nouvelle pour la Côte d'Ivoire, l'annonce par le gouvernement d'une importante découverte pétrolière. On évoque des réserves 10 fois supérieures à celles qui existent aujourd'hui. Est-ce vrai? Et le président répond tout à fait. Et donc, je vous avais déjà expliqué, si vous écoutez le président, qu'il vous répond oui ou non, vous avez encore des doutes. Mais par expérience, quand il vous dit tout à fait sur quelque chose, ça veut dire que c'est un sans loupé. Voilà, c'est un sans loupé. Et donc, il répond tout à fait. Comme de la même manière qu'il avait dit pour Soro Guillaume, il dit tout à fait. Il ne va pas le louper. Il répond ici tout à fait. Et il continue. Il s'agit d'une découverte majeure. La première depuis 20 ans. De pétrole brut et de gaz réalisée avec le groupe italien Eni. Pour le pétrole, les estimations préliminaires se situent entre 1,5 et 2 milliards de barils, alors que nos réserves actuelles sont de 160 millions. Concernant le gaz, on parle de 1800 à 2400 milliards de pieds cubes, soit 2 fois le niveau actuel. Nous visons une mise en production effective en 2024 ou 2025. Mais malgré cette excellente nouvelle pour notre pays et la manne que cela représente, nous ne changerons rien à la politique de diversification de l'économie dont nous avons parlé précédemment. Et donc ici, ce qui est important pour moi, j'aime être réaliste.
argent de pétrole là, vraiment, par expérience là, nous on ne profite pas de ça. Mais s'il vous plaît, si on peut au moins